Bonjour à tous. Pour le Zoom, aujourd'hui, je reçois Alexandra Henrion-Côte. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter, ça va être un peu long parce que vous avez de nombreux titres, mais je vais m'y appliquer. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots. Ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que j'ai tout bon ? À peu près. Absolument. La question vaccinale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vaccins qui viennent tout juste de naître, alors que l'épidémie de Covid-19, finalement, a fait naître un virus qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. On a déjà des vaccins qui commencent à circuler et qui commencent à être testés. Il y en a au Brésil, il y en a également en Afrique du Sud. Quel regard portez-vous là-dessus ? Un regard terrifié. Terrifié pour plusieurs raisons. Elles sont nombreuses, les raisons. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans la foultitude de raisons. Alors, il y a peut-être un premier aspect par lequel j'aurais dû commencer, si je peux me permettre. C'est une étude dont vous m'avez parlé, notamment, avant de commencer cet entretien, qui mettait en avant la question du vaccin contre la grippe, notamment, mais aussi contre la méningite, oui, dans certains secteurs de l'Italie, qui laissent transparaître des éléments troublants. Oui. Et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des hypothèses sur tout. Donc l'hypothèse sur l'histoire, l'origine du virus, vous l'avez traité, mais l'hypothèse concernant la surmortalité dans le fait qu'une région du nord de l'Italie, qui est une région hautement avancée sur le plan, enfin est très comparable, on va dire, à une ville comme Paris, et on compte les 2/3 des décès de toute l'Italie. Donc là, c'est vrai que ça doit alerter. Alors, est-ce que c'est la pollution ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus âgés dans cette région-là que dans d'autres régions ? En fait, tout cela coexiste. Hein, quand je vous dis est-ce que il y a une surpollution, ils sont plus âgés. C'est la zone de Bergame, si je ne me trompe pas. C'est la zone de Bergame. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des origines ethniques particulières, étrusques, avec des facteurs de coagulation des haplotypes différents, ça existe aussi. Est-ce que il y a un lien lorsqu'on a, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a parlé du lorage cytokinique. Lorage cytokinique, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, il y a le système immunitaire part en explosion, exactement, et on arrive à un orage cytokinique, typiquement quand on fait une interférence virale. C'est quoi une interférence virale ? C'est que y a des virus ou des bouts de virus qui vont se rencontrer au sein d'un même organisme. Et là, il y a une espèce de phénomène d'amplification, un peu comme l'inflammation est délétère. Et bien là, peut être délétère, parce qu'elle fait aussi partie du processus de cicatrisation. C'est cette inflammation, amplification de la réponse peut être délétère. Et donc, en fait, c'est les Italiens du Nord. L'OMS avait regretté en 1980, je crois que ils ont publié en 99 et que leurs études dataient de 95, que l'Italie du Nord étaient des méchants étrusques récalcitrants qui ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau la population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela. 2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit « Oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. » Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet,
lui dit que le virus On pourrait était parler déjà... d'ancêtre aussi, du coup, maintenant. Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie clinique qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal d'interférence virale. Et là, c'est plus forte raison que personne n'a jamais nié finalement que quand on administrait un vaccin, il fallait le faire sur un organisme sain. En bonne santé, exactement, même si on a tendance à l'oublier. Ou de la même façon, lorsque vous avez été vacciné, il est important que vous ne rencontriez pas un virus dans la foulée parce que vous avez ce même phénomène qui peut survenir. Et il y a cette étude donc, dont vous parlez, qui est effectivement très intéressante, de l'armée américaine, qui a repris plusieurs milliers de patients non vaccinés et vaccinés, et qui a regardé finalement la survenue d'infections respiratoires, autres que la grippe. Moralité, lorsqu'on regarde ces études, on doit au minimum discuter sans plus attendre de l'indication qu'il y a à vacciner notre population âgée cette année, où on sait que le Covid circule encore, même si l'épidémie dans son cycle est terminé, le virus circule encore, parce que sinon on a une chance, d'après ces études, d'augmenter 1,5 fois à 2 fois la possibilité d'avoir certaines infections respiratoires, et notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces choses que j'aimerais voir discuter. Parce que, évidemment, personne n'a la solution, ni moi, ni personne. Mais au minimum, on doit en discuter pour rapporter peut-être des éléments de la littérature que les uns ou les autres, auxquels les uns et les autres sont confrontés. Donc, cette année, effectivement, il est important de questionner. Après, le vaccin contre le Covid même, vous voyez bien, c'est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois, parce qu'en vérité, on est sur du moins de 6 mois, sans être certain de ne connaître aucun des effets secondaires potentiels assortis à ce vaccin. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des effets secondaires à un vaccin ? La réponse est oui, il y en a toujours. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une réponse vaccinale, immunitaire. Il y en a toujours. Donc, il ne faut pas dire que c'est neutre sur un organisme. C'est pas le but, d'ailleurs. C'est pas le but. Et d'ailleurs, ça ne le fait pas. D'ailleurs, certaines fois, vous avez de la fièvre. Certaines fois, vous allez avoir des nausées, des vomissements, des crises d'épilepsie. Différents aspects que l'OMS décrit formidablement dans toutes ses mises en garde sur les vaccins. Et donc là, développer dans une urgence absolue, vous vaccinez sans connaître les effets. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, on va tester sur des populations qui veulent bien se faire vacciner. Qui va lever le doigt en disant « moi, s'il vous plaît, moi, s'il vous plaît » Pas moi. Pas vous. Et a priori, pas beaucoup de pays. Et donc, l'horreur fait que on a choisi arbitrairement l'Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force dans des centres tenus secrets. Et donc, il y a des mouvements d'étudiants qui s'insurgent, mais qui sont évidemment réprimés, pour dénoncer le fait qu'ils sont véritablement utilisés comme des cobayes. Et il n'y a pas d'autre façon de traiter l'affaire, puisque, effectivement, on ne connaît pas l'historique sur ce vaccin. Alors, l'habillage est de dire, on va sauver, justement, pour une fois, on va leur donner accès en priorité à la science occidentale. Alors là, c'est d'une hypocrisie qui me fait vomir, pardonnez-moi, mais c'est épouvantable. C'est d'un cynisme mercantile effroyable, et je retiens mes mots, parce qu'effectivement, je me sens un de ces Sud-Africains à qui j'ai rien demandé et on est en train de me faire ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud ? La courbe, l'épidémie sévit là-bas, mais elle est assez
plate, c'est-à-dire elle laisse à penser qu'on va redescendre très logiquement, très naturellement, comme dans 100% des pays où il y a eu le Covid-19. Il n'existe pas de pays où on est continué l'épidémie est continuée à flamber bien longtemps. À chaque fois, il y a cette même courbe qui... Donc voilà, vous voyez, ça c'est un premier niveau de danger. Le deuxième, comme le Covid a sévi d'une façon aussi à circuler chez les patients sans créer véritablement de symptômes, c'est-à-dire ce fameux asymptomatique, ce qui veut dire que globalement j'ai pas trop l'air malade, eh bien pas de souci, vous pouvez me tousser dessus. Non, je me permettrai pas. Mais j'ai pas le Covid. Moi, je crois pas. Mais, par rapport à la fameuse, je suis en bonne santé. Non, mais voilà. On va faire des soirées pyjama tous. Exactement, pyjama party. L'exposition. Alors, du coup, je me suis un petit peu perdue. C'est ma faute. Non, c'est pas de faute. L'exposition des asymptomatiques donc, au Covid est réelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de symptômes qu'ils n'ont pas eu le Covid. Et là, vacciner quelqu'un qui a eu le Covid sans le savoir, c'est à nouveau le mettre en danger. Parce que pour les mêmes raisons d'interférence virale, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez été exposé à la tuberculose, et que vous risquez d'avoir contracté la tuberculose, on va surtout pas vous vacciner parce qu'on sait qu'on va faire ce phénomène d'amplification. Il y a à une plus chance. forte raison qu'on ne sait pas grand-chose sur l'immunité du Covid-19. En plus, mais de toute façon, on sait suffisamment de choses sur les virus pour avoir cette précaution qui fait qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui a été exposé à la maladie. Donc là, à nouveau, ça c'est quand même une mise en danger de gens qui ont rien demandé à personne. Troisième niveau, là, le cours de la bourse de Moderna est en train d'exploser, un laboratoire qui s'appelle Moderna. Et là, c'est très très grave parce que c'est un vaccin dont le mécanisme repose sur un flux d'informations qui ne peut pas ne pas avoir des effets sur généraux, tout un tas de choses généraux, parce que contrairement à une protéine qui va agir sur une cascade déterminée, l'ARN parce que c'est une molécule qui a de l'information, va agir sur différents niveaux, à savoir aussi bien vos gènes, votre ADN, que vos protéines, donc les fameux acteurs de tout ce que nous sommes. Et donc par ce vaccin-là, qui à nouveau, on va être dans une expérimentation qui est prévue dès le 27 juillet, si je ne m'abuse. Décidément, ce 27 juillet est une date noire. Il est une date noire parce que en France, les parlementaires vont discuter la deuxième lecture de la loi de bioéthique. Et c'est d'une gravité sans précédent et bien plus grave que le Covid. À nouveau, je me suis perdue, mais parce qu'effectivement, ces techniques de Moderna, de vaccination, vont vous changer. C'est obligatoire, vont vous changer globale sur tout patrimoine sur génétique. Vous-même. Voilà, exactement, des répercussions sur ce que vous êtes. Et voilà, et le cours de la bourse de Moderna est en train de flamber. Voilà. Pour conclure, Alexandra Henrion-Caude, on a explosé le temps. Je vois qu'en régie, on me met des petites lumières rouges. On va quand même conclure. J'ai le sentiment... Qui se reflète sur votre blouse blanche. C'est ça, tout à fait. J'ai le sentiment que vous êtes assez stupéfaite par tout ce qui s'est déroulé ces derniers mois. Abasourdie et très malheureuse, abasourdie par le fait que notre élite intellectuelle mondiale ait osé si peu
parler, mais je l'ai compris parce que j'ai réalisé que des collègues d'une qualité exceptionnelle étaient muselés et par le masque et par le fait qu'ils avaient des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques et que du coup, effectivement, par décence, ils ne mordent pas la main qui les nourrissent et c'est fort malheureux parce que ils sont dotés des capacités intellectuelles pour dénoncer ce que je vous dénonce d'une façon assez prosaïque et simple. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Et catastrophé pour la suite, parce qu'effectivement, si on arrive à l'extrémité de ce qui est en train de se passer visiblement en Italie, c'est-à-dire du traitement obligatoire, on a eu le service de travail obligatoire, c'est des sombres heures quand même, et visiblement, on serait en train de discuter et même d'implémenter l'idée d'un traitement obligatoire. Et qu'on comprenne bien, le traitement obligatoire, c'est le vaccin. Voilà. Et que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus le droit de probablement voyager, voter, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Parce que ça change quand même pas mal de choses. si seulement. Si seulement. Donc voilà, du coup... vous voyez, il y a tout cet aspect-là. Et puis la néantisation complète de ce qu'est l'espèce humaine au niveau de deux richesses. La première dans le désordre, parce que c'est la plus évidente, la richesse de la communication, celle qui fait que j'ai joie de voir non seulement vos beaux yeux, mais aussi vos rictus de bouche, vos sourires, le fait que vous allez crier ou pas crier à ce que je vais dire. Et ça, c'est quand même très important, parce que quand je vous mets un masque, je vous muselle et je vous interdis finalement de voir le visage, d'interagir et du coup de discuter avec l'inconnu. C'est des rencontres que j'ai faites dans ma vie très riche, de rencontrer comme ça des inconnus avec qui même je me suis même mariée. Et heureusement qu'on n'avait pas de masque, parce que je suis pas certaine enfin, je suis certaine qu'on ne se serait pas rencontrés si on avait eu un masque. Donc ces interactions, et puis pour les petits enfants aussi, de comprendre les rictus. Et puis au niveau vital. Donc au niveau de la communication, qui finalement, et au niveau de la vie, de l'essence même de la vie, puisque on néantise toute une partie de la population qu'on va véritablement instrumentaliser à servir de bébé médicament, à servir de cobaye, visiblement. De cobaye, parce que effectivement on poursuit les expériences et on facilite la possibilité de tuer des embryons pour faire des travaux expérimentaux à 14 jours. Donc c'est passé à 21 jours, c'est repassé potentiellement à 14 jours. Est-ce que ça me rassure? Non, pas plus. Vous le savez bien, on est dans une continuité de vie qui fait que non, ça n'est pas rassurant. Et autre aspect, de mélanger, mais heureusement j'ai mes amis de défense des animaux qui hurlent, c'est les seuls, qui hurlent sur le fait qu'on est en train de faire des chimères, enfin on est en train de légaliser, d'autoriser des chimères homme-animal, et qui est encore une fois une abomination. Donc là on est sur un tapis rouge qui n'a plus du tout de limite au clonage humain. Et à tout ce qui, et c'est pour cela que je parle de néantisation de l'humain dans la richesse de son altérité et dans la richesse de sa communication. Donc on a vraiment l'impression que finalement les deux sont à relier l'un avec l'autre. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce constat réjouissant, Alexandra Henriot-Caude. Merci beaucoup d'être venue nous voir à nouveau. Merci à vous.